Et voilà. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Vous êtes là bel et bien dans votre émission Au Crible. Dans cette émission, nous faisons vraiment l'effort de chercher les hommes qualifiés, les politiciens, juste pour analyser l'actualité avec nous. Sur ces plateaux, je suis avec Monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'UDPS. Il est là avec nous. Monsieur Norbert Yamba Yamba, soyez le bienvenu. Merci bien. Merci pour l'invitation. Voilà, Monsieur Norbert Yamba Yamba, nous allons aborder avec vous une thématique très importante par rapport à la journée d'aujourd'hui. L'installation des sénateurs, la suspension, lever, quoi comprendre. La thématique, elle est sous forme d'une question. Vous êtes de l'UDPS, les combattants de l'UDPS, ils avaient contesté contre l'élection sénatoriale. Aujourd'hui, les chefs de l'État lèvent la mesure. Quoi comprendre? Écoute, les élections sénatoriales étaient des élections véritablement qui ont été parsemées de beaucoup de suspicions, de corruptions, de machinations, de formatations. Et il fallait faire quelque chose. Lorsque vous dites que ce sont les combattants de l'UDPS, moi je vous dis il n'y a pas que les combattants de l'UDPS. D'abord, lorsque il s'agissait d'introduire les candidatures, vous savez qu'il y a plusieurs personnalités d'ailleurs, qui ont retiré les candidatures. Je voudrais prendre comme exemple le Zolo Bambi, il est du FCC. Je voudrais prendre l'exemple du professeur Mabi Moulumba, il est du FCC. Il n'y a pas que ça. Récemment, après les élections, Atundu s'est plaint. Ce sont des gens du FCC. Et même avant les élections, les procureurs généraux de la République auraient souhaité véritablement de reporter les élections, simplement parce qu'il y a eu des présomptions, de corruption grave. Et donc, après les élections, certes, on avait 12 députés dans la ville de Kinshasa et on aurait souhaité qu'on puisse avoir 4 sénateurs parce que au moins 3 députés pouvaient bien donner un sénateur. Tel n'a pas été le cas, on a tout raté. Et donc les combattants étaient dans le devoir véritablement de poser la question. Et donc tous ces éléments faisant combien, au moment où la CNI lui aussi ne partageant pas les aspects du procureur général, et tous ces éléments qui montrent très clairement que l'image du pays était remise en question, tous ces éléments qui montrent que le pays avait déjà pris un très mauvais chemin, eh bien, écoute, les institutions de dissuasion qui sont en place, que ce soit pas la justice encore que le procureur avait déjà fait signe, mais il a été impuissant vis-à-vis de l'orgueil, de l'arrogance de la CNI. Il n'y a pas que ces institutions-là, il y a d'autres institutions qui auraient pu réguler véritablement la situation. Ces institutions n'ont rien fait. Il restait l'ultime recours, il restait le seul rempart. C'était véritablement le chef de l'État, en vertu de l'article 69, qui lui donne la responsabilité de réguler les différents services de l'État. Et donc, c'est sur base de ça, effectivement, que le président de la République avait convoqué les différentes institutions pour discuter de la réunion interconstitutionnelle, institutionnelle, voulais-je dire. Mais pourquoi? L'intérêt de la réunion, c'était quoi? Parce que lorsqu'il a suspendu l'installation des sénateurs, les gens pensaient qu'on allait peut-être recommencer l'élection, vu que vous venez de dire qu'il y avait vraiment la corruption. Mais alors, lorsqu'il lève la suspension, il a trouvé les coupables, ou soit c'était juste une mesure cosmétique pour plaire aux gens? Non, il n'y a pas de cosmétique. Vous savez que la corruption est un sport national dans ce pays. Lui vient de prendre les responsabilités, il faut des signaux forts. Je vous dis que le président de la République est le régulateur. Mais chacun devra jouer sa partition. Et c'est le président de la République qui n'est pas une juridiction judiciaire. Et dont la responsabilité a été donnée parmi les décisions qui ont été prises. Je m'excuse beaucoup au procureur de mener les enquêtes. Et donc, les enquêtes continuent. Faut-il arrêter véritablement la vie de la nation au moment où la responsabilité a été donnée à l'institution qui a la responsabilité de faire de résoudre le problème? Moi, je dis non. Et le président de la République, au vu du rapport qu'il a reçu
et du procureur général de la République, au vu des contacts et des consultations avec tous les services spécialisés, il s'est trouvé véritablement dans la triste obligation, non, dans l'obligation. Dans l'impasse ou dans l'obligation? Non. Suspendre l'installation du Sénat, c'était une mesure conservatoire. Et maintenant, la mesure de suspension allait de pair avec la mesure de responsabilisation du procureur pour faire véritablement l'enquête sur la question. Et donc, maintenant que le procureur fait l'enquête sur la question, et le procureur lui a donné un rapport... Les éléments préliminaires, je me suis beaucoup. Voilà. Et donc, c'est sur base de l'examen de ce rapport préliminaire que le président de la République a pris la résolution de lever l'option. Comment voulez-vous que le pays s'est battu? En tout cas, nous nous sommes battus pendant 36 ans pour construire un état de droit. Mais vous devez quand même montrer l'exemple. Où il n'y a pas une personne au-dessus de la loi. Le président de la République, les institutions, en tout cas, c'est ça la gouvernance, c'est la surveillance mutuelle des institutions. Et chacun devra jouer son rôle. Et donc, la justice, elle est indépendante, bien entendu, mais le chef de l'État est le magistrat suprême. Et il a responsabilité, c'est qui véritablement devrait faire le travail. Et de cette responsabilisation, on lui fait un rapport. Et c'est sur base de ce rapport, il dit, ok, ça y est, continuez l'enquête. Ok, ça y est, ça veut dire, il n'y avait pas le corrupteur, il n'y avait pas aussi la corruption. Non, voilà pourquoi j'avais commis une erreur. J'avais pris la décision en étant précipité, en précipitation. Voilà pourquoi je reconnais mon erreur, je lève la suspension. Non, mais écoutez... Analysons. Le président n'est pas là pour prendre de jugement. Le président, même le procureur, il poursuit, il devra présenter devant le juge. Les juges assis. C'est très important. Et ce sont ces juges-là qui doivent prononcer. Et chacun est censé être innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prononcée. Présomption d'innocence. Bien entendu. Bien entendu. Et alors le président de la République, étant donné que les dossiers sont entre les mains du procureur général, qui avait déjà lancé son alerte avant les élections, etc., et qui n'a pas été entendu à cause d'une arrogance d'une institution bien connue dont les maladresses sont légion. Et donc, moi je pense, et je regrette beaucoup, dans ce pays, on est habitué avec la dictature et on voudrait qu'on sème la dictature. Le président de la République est issu d'un parti politique qui a véritablement, qui est reconnu comme l'aîné de la... Mais vous devez montrer l'exemple. Vous devez quand même montrer l'exemple. Vous êtes à la tête du pays. On doit quand même sentir un changement. Mais d'autres personnes pensent que le président a les mains liées. Apparemment, toutes ses décisions et ses paroles, il ne respecte pas ça. Je prends un exemple. Je vous donne les détails. Et en Namibie, il avait dit, dès que je vais rentrer au pays, je vais nommer un informateur pour la formation du gouvernement. Les gens du FCC, ils ont dit niet, il n'y aura pas un informateur. Selon la Constitution, c'est l'article 78, le président rentre, au lieu de nommer l'informateur, on n'a pas vu juste un accord, FCC et cash, on va maintenant nommer le formateur. Ça, ce n'est pas mentir la population. Non. Lorsque on est chef de l'État, on est top manager, on a la responsabilité de faire les arbitrages. Lorsque vous lisez véritablement l'article 69, le président de la République ne peut prendre une décision. Voilà, ok. Je me suis beaucoup évolué. Ne peut prendre une décision que lorsqu'il termine à faire les arbitrages entre les différentes versions, les différentes opinions, les différentes tendances, etc. C'est très important. Et donc, lorsqu'il peut reculer vis-à-vis d'une situation, d'une option bien donnée, lorsqu'elle trouve que l'option est intelligente, je pense qu'il va de bon sens, qu'il revoie sa position et que cette position soit adaptée par rapport à l'intelligence même d'une option bien déterminée. Oui, il a prononcé, il a dit qu'il allait nommer un informateur. Ben écoute, jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous avez un formateur? Vous avez un formateur? Mon cher ami, c'est pas facile d'être Félix Tshisekedi dans un environnement qui est le nôtre, où tout a été programmé dans le sens de le mettre en difficulté. Au lieu de l'aider pour qu'il puisse véritablement sortir de cette situation, on est véritablement en train de l'enfoncer. De l'enfoncer par qui? De l'enfoncer. Est-ce que ce n'est pas ses alliances avec le FCC qui lui met à mal? Non. Parce que
vous êtes les respectueux de la Constitution, de la loi, des articles. Lorsque l'article 78 oblige à ce qu'il faut qu'on nomme un informateur, lui, le président, commence par violer cela, parce que jusque-là, selon Augustin Kabouya, il avait nommé l'informateur pendant 48 ans. L'informateur, c'était Jean-Marc Kabound. Mais sans un décret, sans l'ordonnance, compliqué là. Vous savez, lorsqu'on est dans une situation de turbulence, il faut une philosophie, il faut une pratique politique. On s'est dit, on fait quoi pour sauver la République? Et on opte pour quelque chose qui permettait véritablement de sauver la République. Mais si l'on entre dans une divergence sauvage... En piétinant sur la Constitution? On ne piétine pas la Constitution. Monsieur Norbert, mais je ne vous reconnais plus là. Non, mais écoutez, je n'ai pas dit qu'il viole la Constitution. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, lorsqu'on est chef, il est important véritablement que l'on puisse prendre des dispositions qui permettent de sauver la République. Salomon, il était là. Lorsqu'il a dit « tuons l'enfant », lorsqu'il y avait deux femmes qui se précipitaient de l'enfant. Tuons l'enfant. Ce n'était pas constitutionnel. Hein? C'était pas constitutionnel, mais c'était la sagesse. Non, mon cher ami. On est en train de trop parler, trop pérorer, avec des déclarations incantatoires inutiles. Mais le président Félix est en train de montrer qu'il y va doucement, mais sûrement. Lorsqu'on dit non, mais il a dit ça, il n'a pas respecté. Mais il faut comptabiliser en termes de statistique pour dire il a promis combien de choses, il a réalisé combien de choses. Et lorsque vous regardez ce qu'il a promis par rapport à ce qu'il a réalisé, on a l'impression qu'on est à 80% de ce qu'il a promis. Alors maintenant, il restait peut-être une ou deux choses. Entre-temps, ces choses-là nécessitent véritablement une intelligence politique pour qu'on puisse arriver à sortir le pays du bourbier. Nous étions tellement enfoncés, n'est-ce pas, dans le bourbier, qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut plus d'intelligence politique, il faut plus de finesse, il faut plus de tact pour que le président de la République, qui a la responsabilité de construire le changement dans notre pays, puisse s'en sortir. Aidons-les, au lieu véritablement de parler des choses invraisemblables. Et à supposer que, bon, j'ai entendu quelqu'un dire que voilà, il fallait la Mouka, etc. Moi, je dis, dans des conditions où vous avez 90% des sénateurs, FCC, vous avez 80% des députés nationaux, FCC, vous avez plus de 90% des députés provinciaux, FCC, logique de programmation. On fait comment? On fait comment? Et lorsque vous n'avez pas une intelligence politique très avancée, eh bien, vous risquez de succomber. Donc, c'est comme ça que lui préfère observer, analyser, discuter, arbitrer et sortir de la situation. Monsieur Norbert, et jusque-là, il n'a pas encore trahi. Monsieur Norbert Mbayamba, je vais vous relancer. C'est une opportunité pour moi de vous avoir. J'étais avec Moïse Monidela, président d'un parti politique CONAD. Lui, il a parlé d'un accord entre FCC et les Cash, un accord de la mort. Vous étiez dans les négociations à l'époque à Ibiza entre UDPS et l'ancien pouvoir. Quel était le contenu de vos négociations? Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, votre deal amène les pays maintenant vers les cimetières. C'est ce que les gens de la Mouka pensent. Et alors, on ne comprend pas, le président n'arrive pas à bien agir selon les autres. Est-ce que ce n'est pas votre accord-là? La négociation, c'était quoi à Ibiza? Retournez un peu. Vous savez, moi, j'ai pitié de beaucoup de gens, vous savez. La criminalité politique dans notre pays. Il y a des gens qui parlent. Bon, j'ai beaucoup de considération pour eux. Mais j'ai comme l'impression que nous ne sommes pas au stade de la maturation politique. Vous savez, les gens de la Mouka avaient distillé des propos dénués de tout fondement à Genève. C'est eux qui avaient été dans une logique de complotation. C'est eux qui se sont organisés véritablement pour construire une dynamique de manière à désacraliser, démolir, déconstruire, détruire Félix Tshisekedi, qui est censé avoir de l'ancrage sociologique et territorial et institutionnel. Et ils ont monté une sorte de machination qu'ils ont distillée sur l'ensemble du territoire national, semble-t-il, qui font de la démocratie des Argentins. Il ne se rappelle même pas de ce qui s'est passé en Genève.
Ils ne se rappellent même pas de ce qu'ils ont fait tourner les médias ici pour dire qu'on a... Mais la réalité aujourd'hui, je m'excuse beaucoup. Vous étiez à Ibiza, vous étiez dans les négociations de l'UDPS. Est-ce que ce n'est pas le fruit de votre négociation? Et aujourd'hui, nous voici ce qu'on est en train de voir. Écoutez, moi j'étais à Venise. C'est vrai, j'étais dans ces négociations-là. Mais il y avait des gens qui disaient que non, Yambambe dans la chambre 221. 221 à Sofitel. Des pseudo-chercheurs politisés. Tu vois? Donc, quelqu'un qui n'a ni un document, comme soubassement pour faire une analyse, c'est quelqu'un qui n'a même pas été en contact direct avec ceux qui véritablement étaient impliqués dans les négociations et qui commence à faire des déclarations martiales pour démontrer qui détient la vérité, simplement pour tromper l'opinion. Vous savez, c'est pas possible, ça. À Ibiza, à Venise, nous avons parlé avec l'ancienne mouvance présidentielle. Parce que nous, on estimait qu'il y avait moyen de gagner certaines choses en dehors de la guerre. Et que nous étions obligés... Là, vous parlez de la diplomatie souterraine. C'est la diplomatie souterraine. Une diplomatie véritablement qui pouvait bien donner des résultats. Une diplomatie conçue pour tromper la population congolaise. Non, non. Voilà pourquoi vous avez volé les résultats de Martin Fayulu. Il ne faut pas dire ça. Retournant. Non, il ne faut pas dire ça. C'est ce que les gens disent. Non, mais là, ils disent parce qu'ils fonctionnent dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Vous ne pouvez pas dire des choses au moment où vous n'avez jamais été à Ibiza ni à Venise. Nous avions pris la responsabilité d'organiser un dialogue inclusif, de manière à impliquer toutes les parties prenantes, pour qu'on discute. Et la mouvance nous avait proposé de faire 50-50. Nous aurions tout gagné. Et le président Tshisekedi Etienne, paix à son âme, avait refusé systématiquement que nous puissions aller en solo. Et qu'il était nécessaire d'organiser, pas question de partage des postes en secret. Et c'est ce que nous avons fait. Si nous avions accepté, nous serions déjà au pouvoir depuis très longtemps. Du vivant de Tshisekedi, il n'y avait pas moyen. À son absence, on comprend que vous avez accepté. Parce qu'une fois, j'étais avec vous ici sur ces plateaux avec Mike Moukeba, il vous avait posé la même question. Donc aujourd'hui, on peut lui donner raison que l'UDPS a signé un accord de la mort. Parce qu'aujourd'hui, les choses ne semblent pas évoluer. Il n'y a pas le Premier ministre. On ne comprend pas. C'est le FCC qui dicte les lois. Lorsque le chef de l'État dit que je vais nommer un informateur, le FCC dit non. À la fin, ça se voit qu'il n'y a pas l'informateur. On ne comprend pas. Donc à Ibiza, nous avons signé l'accord que nous soyons président de la République et que le FCC soit Premier ministre. C'est ce que vous voulez dire? Non, mon cher ami. Faut pas demander qu'on soit à l'école. Non. Il ne faut pas demander qu'on soit à l'école primaire pour comprendre ces choses-là. C'est trop élémentaire. Aujourd'hui, nous sommes présidents. Nous avons la présidente de la République. C'est l'institution, l'élite institution qu'on puisse se faire un coup. C'est le président de la République qui nomme. C'est le président de la République qui révoque. En consultant. Non, je m'excuse beaucoup. En consultant, bien entendu, mais il a quand même le veto. Il a quand même le veto. La préférence du Premier ministre peut tomber. Dès lors que le président de la République est en contradiction avec lui, c'est vrai qu'on peut faire interpréter les choses par la Cour constitutionnelle, ça c'est évident. Mais au moins le président de la République a tous les moyens pour faire valoir véritablement sa vision et son onction. Alors comment pouvez-vous y dire que parce qu'il y a eu un dialogue souterrain et que bon, nous on voulait devenir président de la République et le FCC accepte de devenir, n'est-ce pas, Premier ministre? Arrêtez. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Mais oui, nous sommes présidents de la République. Alors, c'est que nous. À quel prix alors? À quel prix? À quel prix? On a arrêté. Ce n'est pas un prix de la trahison. Non. On a arrêté les détenus. On a arrêté les politiques. On les a arrêtés. Les Diomi, les Franck Diongo, les Mouyambo, etc. Mais aujourd'hui, ils sont dehors. Alors, si c'était l'ancien pouvoir, là, ils sortiraient. On a fermé pendant 2 ans l'hôtel de Fayulu. Est-ce qu'il a utilisé un moyen? Ce sont des choses élémentaires. Non, je m'excuse beaucoup. On n'est même pas encore, on n'a pas encore totalisé 3 mois. Lorsqu'on a dit, écoutez, il faut construire un état de droit, mais il faut poser des actes. Qu'est-ce que vous croyez? Élémentaire, ça veut dire quoi? Regardez dans certaines institutions. Renseignez-vous, vous êtes journaliste. Il y a des budgets qui étaient prévus pour une année. Aujourd'hui, on a toutes les recettes de plus d'une année. 1 mois, on génère des recettes d'une année.
Pourquoi? Simplement parce qu'il y a un Félix Tshisekedi à la tête de l'État. Parce qu'il ne négocie pas les choses. Monsieur Yamba. Et vous voyez, non, je me souviens beaucoup, vous voyez même le travail à traiter des routes, réflexion, macadamisation, etc. Tout ça, tout cet argent était où? Pourquoi on ne le faisait pas? Pourquoi on le fait aujourd'hui? Et vous voulez demander quoi? Vous demandez quoi? Nous sommes restés ici. Et même ceux qui sont dans la diaspora, ils disent non, tu sais qu'il dit ceci, tu sais qu'il dit cela. Mais dis, mais qui nous a, combien de fois on nous a promis qu'on va chasser le pouvoir ici? Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été le cas. Nous avons par exemple tous ceux qui se disent les plus riches, les millionnaires, les milliardaires au sein de l'opposition. Nous avons eu quel résultat? Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'avoir la présidente de la République. On dit que tout le monde se ligue pour dire, écoutez, comment l'aider pour qu'il puisse véritablement construire son ancrage dans la perspective d'apporter véritablement le changement. Rien du tout. Des petites critiques inutiles comme ça. Ou des gens viennent justement tromper, profitant de la naïveté, de la résignation d'un peuple. C'est pas correct. Je me suis beaucoup. Vous demandez l'aide, mais selon Steve Kivoit, elle dit comment aider quelqu'un qui se salue le main. C'est pratiquement impossible de l'aider, mais c'est Yamba. Il doit. Je me suis beaucoup, je n'aime jamais parler des individus. Mais qu'il fasse une auto-évaluation par rapport à les prestations comme Premier ministre, etc. Ils ont été pendant 5 ans dans les institutions de la République et ils peuvent dire, en dehors les 5 ans... Vous avez quand même bien fait les choses. Hein, arrêtez. Bon, c'est ce que Steve Kivoit avait dit. Il n'est pas ici. Parlons de vous, vu que vous êtes de l'UDPS. Monsieur Norbert Yamba. Moi, j'aime bien que vous l'appeliez. Moi, je vais discuter avec lui sur ces questions. Voilà. Je veux chercher l'honorable Daniel Mbaou. Peut-être il va venir faire débat avec vous. Mais monsieur Norbert, une question directe et la réponse. Je souhaiterais que ça soit aussi direct. Lorsque le président de la République suspend l'installation des sénateurs, il y a eu la jeunesse du PPRD. Ils ont donné un mot d'ordre à leurs sénateurs pour dire que vous devez venir siéger et le président de la République a violé la Constitution. Il doit retourner dans la Constitution, comprendre qu'il a commis une erreur. Avant les 30, nous avons vu le président de la République adhérer. Donc, il a approuvé la voie du FCC ou soit il a compris qu'il était dans l'erreur. Mais je ne sais pas. La démocratie, c'est une gestion des contradictions. C'est un droit au désaccord. Chaque groupement politique peut émettre son opinion, peut faire ses déclarations, encore que cela soit conforme à la Constitution et aux lois de la République. Et donc, FCC peut dire et que voilà, nous ne sommes pas d'accord, violation de la Constitution. Quand nous, on était à l'opposition, combien de fois nous, on a dit qu'on a violé la Constitution dans ce pays? Combien de fois? Mais vous la violez encore? Non, nous ne la violons pas. La preuve, c'est que vous avez vu qu'on était dans une procédure de régularisation. C'est ce qui explique véritablement l'article 69 de la Constitution. Réguler les services de la République. Lorsque les services sont en confrontation, vous avez vu le procureur général de la République prendre une position de suspendre les élections pour qu'il procède véritablement aux enquêtes parce qu'il avait la présomption de faits flagrants. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Et la CNI, je me suis beaucoup, la CNI conteste et s'en va organiser les élections. Il y a des contestes, il y a des institutions de la République en confrontation. Le pays est en danger. Il faut qu'il y ait un régulateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'arbitrage. Et ce qu'il fait pose la problématique d'une mesure conservatoire. Jurisprudence? Mais écoute, conservatoire, il faut sauver la République. Ça s'appelle la philosophie et la pratique politique. On fait comment pour sauver la République? Aujourd'hui, il y a une détente. Mais je pense que tout le monde a pris. Sauvé. Oh là là, nous avons sauvé. Vous croyez que qui va oser? Parce que les sénateurs, ils sont installés. Donc, vous avez clamé très fort qu'il y avait des corrupteurs, ainsi de suite. Mais quand même, ils sont là. Ce qui veut dire les institutions vont marcher avec le corrupteur et les corrompus. Non, mais le procureur est en train de faire son travail. Mais il a remis un rapport où le président a approuvé, ce qui veut dire que non. Non. Le rapport qui a été remis montre qu'il y a des indices sérieux et que la justice fasse son travail pour que véritablement il y ait des conclusions concluantes. Donc on va poursuivre ces gens-là. Bien entendu. Monsieur Norbert Yamba, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS, vous êtes un vieux outillé dans la politique. Mais parlons, le président de la République a le nom déjà du Premier ministre sur sa table. Et pourquoi, puisque là ça traîne, vous voulez jouer la politique de la chaise vide?
Gérez-vous seul sans les autres? Non, non. Vous savez que le président de la République, lorsqu'il nomme un Premier ministre, il faut que ce Premier ministre soit, pas, adoubé par l'Assemblée nationale. Et ça fait un bail où l'Assemblée est en train véritablement d'actionner la procédure, terminer son règlement intérieur. Il reste l'étape où on peut avoir un bureau définitif. C'est ce bureau-là qui va véritablement permettre le démarrage de cette assemblée, et serait l'occasion où le Premier ministre qui sera nommé soit se mettre avec ses ministres devant l'Assemblée nationale pour faire valider son programme. Donc jusque-là, rien n'a été. Alors maintenant, on ne sait pas combien de temps ils vont prendre. Ils ont été rappelés à l'ordre. Maintenant, ils ont accéléré. Et bien voilà, dès que les choses sont au point, le président de la République va prendre une décision. Combien de fois on est resté parfois pendant 4 mois comme ça, ici sans gouvernement? Écoutez, nous n'allons pas faire comme les autres, ça c'est évident. Mais cette formalité d'usage était importante. Mais écoutez, entendez, le gouvernement arrivera. Ni de cette formalité, on serait très loin. Mais encore que bon, quand on lui donne un Premier ministre, il doit checker aussi. Parce qu'on ne peut pas continuer à prendre des hommes et des femmes véritablement qui portent un virus de la corruption. Et c'est la corruption qui a mis à genoux notre pays. Et donc, aujourd'hui, si nous avons un budget de 4 milliards en 5 milliards, essentiellement parce que tout le monde a fonctionné. Voilà, M. Norbert Mbemba, dans les secrets discrétionnaires du chef de l'État, il a le droit de choisir les candidats que la FCC va lui donner comme Premier ministre. Supposons qu'il y a les noms de Lambert Mende, qu'il y a les noms de Alexis Tambwe Mwamba, et que les noms de Bochab se trouvent. Donc, ce sont les tickets du FCC. Accepterez-vous de travailler avec eux? Ne me parlez pas des noms de personnes. Moi, je suis un esprit. Je suis un être multiple. Non, par rapport à la méritocratie, c'est que je pose la question. Vous pouvez donner votre opinion. Je pose la question. C'est-à-dire qu'il faut me poser des questions parce que vous êtes en face d'un être multidimensionnel. Répondez à ma question. Et je ne peux pas parler des individus. Je pose les principes. Je dis des personnes qui ont trempé, qui ont été corrompues, qui sont vecteurs des antivaleurs. Ces personnes-là ne méritent pas véritablement. Parce qu'ils n'ont pas une expérience innovante. Elles vont venir justement détruire, démolir davantage la République qui aujourd'hui a besoin de... Mais ces gens géraient, on a vu les œuvres, donc ces gens méritent quand même de gérer ça avec vous. Alors le président de la République a aussi ses critères. Voilà. Donc, le président a des critères. Le président de la République est président de tous les Congolais, y compris les gens du FCC. Et s'il y a des hommes très volontaristes qui veulent véritablement que le pays puisse avancer, ben écoute, le président peut travailler avec eux. Pourquoi pas? Mais si c'est des personnes qui se sont revenues, des personnes dangereuses, criminelles, qui ont pillé les ressources de la République, et qui ont donné l'impression que le pays appartenait à un groupe d'individus, qui ont créé un îlot d'abondance dans un océan de misère. Je crois que le président de la République, qui a passé 37 ans à l'opposition, et qui a été entraîné pour arrêter les antivaleurs et construire un état de droit, n'acceptera pas. Au prix des sacrifices, il n'acceptera pas. Monsieur Norbert Mbemba, ça ce n'est pas une mission suicide que vous donnez au nouveau chef de l'État, vu qu'au Parlement, vous n'avez pas la majorité. Vous allez travailler avec le FCC, ils sont au-delà des 300, donc 342 députés, ils vont faire la majorité avec vous. Comment vous allez voter des lois qui seront en profit de la population, vu que vous êtes en train de dire que l'ancien régime n'a pas travaillé pour l'intérêt de la nation? Ça serait compliqué, là. Non, mais je dis que les lois... Vous savez, le président de la République est le manager. Il doit avoir la capacité de motivation, de persuasion pour transformer les médiocres en des personnes très impliquées pour changer la vie. Et donc, en tant que président de la République, en tant que régulateur des services de l'État, il a le feeling politique, il a l'intelligence politique, il a la compétence humaine et il peut pouvoir. Ce sont nos compatriotes. Il va les changer. Il va leur montrer que les débauchés, nous avons intérêt les débauchés à faire avancer notre pays. Parce que tenez, cher Delphin, regardez comment nous sommes montés en Afrique.
de le faire. On ne nous respecte pas. À cause d'une bassesse, on est descendu très bas. Les personnes qui portent des cravates et qui se disent universitaires, etc., aucune valeur ajoutée, aucune plus-value pour faire avancer le pays. Lorsque vous regardez des hommes et des femmes du FCC, il est candidat député national, il est candidat député provincial, il est candidat sénateur, il est candidat ministre, il est candidat premier ministre. Il prend son fils premier suppléant, il prend son jeune. Mais la loi ne lui interdit pas. Ce qui n'est pas interdit, ce n'est pas condamnable, M. Yamba. Bien entendu. Ils ne sont pas la raison de votre échec, quand même. Attention. La moralité, hein. Il y a des choses, il faut pas sauvegarder les apparences. Lorsqu'on ne sait pas sauvegarder les apparences, on trouve que bon, ce qui n'est pas interdit par la loi est très nous chitons. Au moment où nous parlons de la géopolitique, au moment où nous parlons de la méritocratie, au moment où nous parlons comment pour la discrimination, il y a des hommes et des femmes qui sont aux côtés d'eux, qui véritablement pouvaient assumer telle responsabilité, et vous allez prendre votre fille, vous allez prendre votre fils, vous le mettez, ou votre jeune frère. Monsieur Norbert Mbemba, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. L'UDPS incarnait l'espoir, mais aujourd'hui, vous sémez les doutes dans les têtes de plusieurs. Apparemment, l'espoir est en train de s'envoler. La toute dernière question, vu que nous terminons l'émission, l'élection de député national à Yumbi, Beni Boutembo, c'est demain. Un mot par rapport à cela. Vous savez l'espoir, c'est un devoir. Cet espoir n'est pas volatilisé. Dieu a voulu que les choses se passent de cette manière-là. Vous savez que le poisson pourri, pour pourrir, le poisson commence par la tête. Nous avons la tête. Et comme nous avons la tête, notre constitution nous donne beaucoup de prérogatives. Nous allons régulariser cette situation. Nous allons construire les changements tels que nous l'avons cherché. Selon les autres, vous avez les mains liées. Il y a des douleurs d'enfantement. Vous avez les mains liées. Nous allons traverser des zones de turbulence. Bon, pour les élections à Yumbi, Beni et compagnie, nous saluons tous nos frères et sœurs. Nous estimons qu'ils vont voter des hommes et des femmes qui peuvent davantage aider le pays à avancer et qui ne se trompent pas, pour choisir des hommes qui se présentent comme si C, B, B, D, C, et puis finalement ils sont dans le... C'était la stratégie, hein? C'était la stratégie. Et c'est eux qui vont déterminer. Encore que la CNI, vous savez, ce que nous faisons du bien va nous apporter le bien. Ce que nous faisons du mal va nous apporter le mal. Qu'on se le dise, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Il y a des gens qui croient parce qu'il est occultiste, il est ceci ou cela. Monsieur Mbemba. Mais je vous assure en toute sincérité, c'est qu'on est en train de s'aimer aujourd'hui. On va moissonner ça. Monsieur Mbayamba, 10 secondes, répondez à cette question. L'IDPS a aussi aligné les candidats là-bas. Où c'est? À Beni, Boutembo, Yumbi. Nous sommes partout à travers le pays, non? Vous allez et vous croyez que l'IDPS pouvait avoir 30 députés ou 40 députés? Ni été cette espèce de programmation? La sécurité de la et donc, non, je vous assure, on aura des députés là-bas en fait. Mais il y a eu trop de balivernes qui ont circulé autour de l'UDPS, soi-disant l'UDPS a été corrompu. Et pourtant, la Moukaka, il a accepté d'aller aux élections. Personne n'a posé la question. Vous avez un candidat gouverneur, Laurent Batoumoun, espérant que lui aussi va être élu les 10 février, les 10 avril. Oui, c'est ce que je demande à tous nos députés. De pouvoir faire confiance à nos hommes. Et ça serait comment? Ça serait comment? Parce que l'FCC a plus de 25 députés à l'Assemblée provinciale, vous n'avez que 20. Vous allez débaucher les autres? Mais on ne va pas débaucher. L'FCC est là, cette histoire. Mais ils ont l'air tickets gagnants quand même. Mais comment vous allez faire? Vous allez faire quelle magie? Non, mais nous savons que la Constitution nous oblige de travailler ensemble. Écoutez, la Constitution nous oblige de travailler ensemble. Nous avons 10 secondes, nous avons construit une coalition. Et donc, nous estimons qu'ils vont désintoxiquer leur mentalité égoïste et égocentriste de tout prendre et de comprendre qu'il y a moyen, ne serait-ce qu'au niveau de la capitale, etc., dont nous avons la majorité des députés, nous puissions diriger. Voilà. Merci, messieurs. S'ils refusent,
et qu'ils veulent véritablement rééditer leur exploit, bien connu, d'une expérience malheureuse. Merci. À ce moment-là, le peuple va s'occuper d'eux. Merci, monsieur Norbert Yamba Yamba. J'espère que vous n'allez pas débaucher les autres. Vous allez respecter plutôt les lois de la République. Voilà. Il s'appelle comme ça, monsieur Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'UDPS, un esprit. C'est un vieux outil dans la politique. Merci d'avoir honoré mon invitation. Merci bien, merci pour l'invitation. Je sais que ces élections auront bel et bien lieu. Je sais que le président, c'est un démocrate vivant et qu'il essaie de respecter la Constitution, il respecte les lois et les textes réglementaires. Et vous qui ne respectez pas ça, la justice s'en chargera. Et surtout les magistrats, transformez-vous. C'est notre pays. Aujourd'hui, nous devons travailler partout à travers le monde, là où il y a la justice, là où il y a les magistrats responsables. Ils servent de remparts, ils servent de dissuasion. Notre pays est en train de traverser. Merci, monsieur Norbert Yamba Yamba. Et nous entendons que vous soyez debout. Merci, monsieur Norbert Yamba Yamba. Je vous dis comme ça, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous appeler et puis à écrire. Restez fidèles à nos programmes de la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Parce que derrière la caméra, il y avait Christian Tondo à la réalisation, Sacré Mbouyamba. J'ai dit un grand merci à notre AG pour la confiance. Merci, papa. Restez fidèles à notre chaîne. Ciao.